M23 prétend qu'il est une rébellion congolaise qui se bat pour l'émancipation d'une communauté congolaise Tutsi marginalisée et maltraitée afin qu'elle puisse mieux être intégrée dans tout le système du pays ou qu'elle puisse s'autogérer avec sa propre portion de terre. Mais que dire maintenant quand les éléments sur le terrain peignent une toute autre image, que nous aurions plutôt affaire à un groupe de malfaiteurs et terroristes de l'élite rwandaise chapeautée par Kagame qui les utilise pour s'aimer le chaos dans le coin pendant qu'elle se sert en minerais et autres ressources naturelles pour le compte du Rwanda. Et un malfaiteur trouvera toujours 1 million de raisons pour justifier son action. Voyons en détail de quoi il s'agit. La République démocratique du Congo a plus de 400 tribus qui la composent. Peut-on imaginer ce qu'elle deviendrait si chacune de ces tribus prenait les armes pour réclamer quoi que ce soit, alors que nous avons un système démocratique où la voie civilisée pour véhiculer nos desiderata? Peut-on prendre la justice entre ses mains en prenant les armes? N'est-ce pas pour la même raison que nous condamnons universellement les coups d'État, où là, les puissances étrangères ferment les yeux parce que le marché des armes est plus important et on peut même créer des situations pour les tester en situation réelle, combinées avec d'autres intérêts. Après tout, ceux qui meurent ne sont que des petits nègres et autres races pas plus importants et loin d'eux. Où sont les démocrates donneurs de leçons de démocratie dans cette affaire? À quoi est dû ce silence? Il me semble que quand la situation sert leurs intérêts cachés, ils perdent leur langue et moyen d'imposer les règles. Quelle est la logique derrière le M23 de tuer des milliers de ses compatriotes dans un pays dont ils réclament appartenance? Non, le M23 n'est pas une rébellion congolaise, mais une organisation terroriste rwandaise qui n'a que de Congolais, que les 2 ou 3 têtes d'affiche de Congolais perdus qu'elle met en avant pour cacher le dessous de l'iceberg les bataillons de l'armée rwandaise. Elle s'était appelée FDL en 1994 pour destituer le président Mobutu, puis plus tard RCD, puis autre chose, et ensuite M23 par 2 fois, avec tout un point commun et objectif, le contrôle des ressources du Congo à travers des massacres et différents schémas usant de toutes sortes de métamorphoses selon les opportunités, alors que les acteurs restaient les mêmes. Son vrai visage, ou mieux celui de sa mère et sa capacité de méchanceté sanguinaire avait déjà été perçu au départ lors de l'opération turquoise et aussi durant le génocide du Rwanda qui ont été utilisés pour faire traverser militaires et matériel militaire qui allait servir à l'épuration des communautés congolaises de l'Est, 12 millions d'individus que comptait pratiquement l'Est du Congo et aussi de plus d'1 million de ses propres compatriotes Hutus considérés génocidaires qui avaient trouvé refuge au Congo, fuyant les représailles à la prise du pouvoir par Kagame, et tout cela pour s'accaparer de la région de l'Est de ses minerais et remplacer sa population par une autre en poursuivant ensuite le contrôle du pouvoir de Kinshasa en destituant Mobutu pour avoir une emprise sur les institutions congolaises pour achever leur plan diabolique. Les différentes rébellions qui ont suivi celle
de l'AFDL est toujours supporté par le Rwanda et ses sponsors, certaines grandes puissances et multinationales, ont été utilisés à chaque fois que l'occupation, leurs intérêts miniers et autres ressources se retrouvaient en péril. Et regardez maintenant de près 30 ans plus tard, on peut se rendre compte que ce plan venait de loin, était énorme, diabolique et semble concerner les enjeux minéraux d'aujourd'hui. Il y a plus ou moins 30 ans, vice-président Al Gore sous Bill Clinton ne parlait-il pas déjà de la traite climatique et comment les politiciens congolais en ce temps étaient distraits avec des guerres de positionnement pendant que divers pays et organisations avaient les yeux et les mains braqués sur ces minéraux et ces terres. Combien donc le gouvernement Clinton était au courant de cette traite climatique et déjà impliqué dans la situation des minéraux stratégiques en ce temps, d'une façon générale et au Congo en particulier. Nous avons beaucoup entendu parler de Bill Clinton, Condoleezza Rice et bien d'autres gens bien placés au début de cette affaire qui avaient défilé au Rwanda. Quel rôle ont-ils joué dans l'élaboration de ce plan macabre ou ont-ils été pris à coup par les événements par un agent qui avait son propre agenda expansionniste et sanguinaire et s'en est servi dans une proportion qu'il ne s'était pas imaginé possible. Mais quel plan pensons-nous avait été élaboré ? Au départ, nous pensons qu'il avait été question de contrôler les territoires de l'Est du Congo, riches en minerais stratégiques et autres ressources naturelles, par force contre Mobutu qui ne leur faciliterait pas la tâche et en commencer l'exploitation pendant qu'ils essaieraient de changer ce régime de Kinshasa. Mais ils n'avaient pas prévu qu'ils arriveraient à écarter Mobutu aussi vite avec la rébellion qu'ils allaient commencer pour cela à l'Est. Un Mobutu qui avait toujours eu de bonnes relations avec le Rwanda sous Habyarimana, qui avait aidé celui-ci à repousser les attaques de la rébellion du Front patriotique de Kagame encore en brousse, mais qui était soudainement tombé très malade, de sorte que le plan d'exterminer autant de millions de Congolais et de Rwandais par ces comploteurs s'était avéré par la suite comme une erreur monumentale, un événement qui n'aurait pas dû alors avoir lieu parce que non nécessaire en ce moment-là, avec autant de dégâts, s'il savait que Mobutu allait partir aussitôt. Le spectacle que nous voyons aujourd'hui n'est que le résidu de la situation des gens malhonnêtes essaient de balancer un acte qui a très mal tourné et qui pensent qu'en entêtant l'exécuteur de leur sale besogne, le Rwanda, à maintenir une sorte de pression sur le soi-disant conflit en utilisant toutes sortes de raisons pour le maintenir, en évoquant tantôt la protection des minorités Tutsi au Congo, tantôt la menace des FDLR pour le Rwanda qu'utiliserait le Congo, tantôt que le Rwanda se battrait pour ces terres faussement données au Congo après le partage de Berlin, pendant qu'il continue à se servir malgré tout ayant pris le goût, cette attitude qu'il pense éviterait que le Rwanda, qui est sous pression de ses pairs africains et autres organisations, ne brise le silence et ne divulgue leurs secrets. Quelque chose qui semble déjà nous donner à compte-gouttes chaque fois qu'ils se sont relâchés par eux. C'est comme ça qu'il faut expliquer tous les dons que Kagame reçoit pour son pays et, dernièrement, le contrat pour les minerais stratégiques fantômes par l'Union européenne dans ce qui semble plutôt être comme l'action d'un malfaiteur presque pris et qui veut encourager son agent de ne pas flancher pour lui dire que c'est la guerre. Et c'est comme ça que le monde fonctionne, afin de continuer à créer cette voile de fumée dans un chaos où ils se sentent cachés et protégés. Mais les marrons sont bien cuits, parce que les Africains ne l'accepteront plus
et que ce monde bien bipolaire ne laissera plus passer ces bêtises. Les gens doivent payer pour ces génocides et crimes contre l'humanité. George Bush a au moins eu le courage de reconnaître ses erreurs en Irak et en Libye. Mais Bill Clinton, lui, est resté trop muet sur ce qu'il sait de la situation entre le Rwanda et le Congo. Il doit parler, lui et ses amis, avant qu'ils ne s'éteignent. Bien, nous poursuivons avec ce sujet dans la deuxième partie qui sera disponible en ligne dès demain. Entre-temps, bonne journée ou bonsoir chez vous. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez dans les commentaires et surtout, aimez et souscrivez pour nous encourager à vous produire des sujets encore plus intéressants. Au revoir.